Donc voilà, vous avez vu, ce qui compte, c'est que suite au redimensionnement vers le bas, donc la réduction assez forte de l'image, les pixels se densifient et c'est les PPP effectifs qui comptent, les pixels par pouce effectifs. Et l'imprimeur vous dira ce qu'il faut. En général, on dit que pour du jet d'encre, une impression jet d'encre, il faut 150 pixels par pouce. Pour l'imprimeur, 300 pixels par pouce, mais ça peut varier. Si vous faites une impression de haute qualité, il va peut-être vous dire, tiens, il faut du 400 pixels par pouce, du 450. Parce que c'est lié au nombre de points, de lignes de points de trame qu'il va utiliser. Vous voyez la trame, les petits points quand on imprime. Il y a des lignes plus ou moins denses. Si vous avez 150 lignes de points de trame, il vous faut 300 pixels pour les images, pour que le calcul se fasse bien. Si vous avez 200 lignes par pouce de trame, 200 lignes de trame par pouce, il vous faut des images à 400 pixels par pouce en entrée au minimum, pour que le calcul, la création de la trame se fasse bien. Bon, ça c'est... de toute façon, c'est évident que si vous imprimez un document chez un imprimeur, une des premières choses à faire, c'est, avant même de faire le document, surtout avant de faire le document, c'est d'aller trouver l'imprimeur, pour choisir le type de papier que vous allez utiliser, pour lui demander conseil, pour parler avec lui. Les imprimeurs sont vraiment demandeurs qu'on aille parler avec eux d'un document qu'on va créer, pour déminer les problèmes avant qu'ils arrivent réellement. Parce que si vous venez avec un document tout fait chez un imprimeur que vous n'avez jamais rencontré, il déteste ça en fait. Il faut les avoir rencontrés avant de faire imprimer votre document. Et en plus, vous allez pouvoir choisir le type de papier et il va pouvoir le commander. Ça prend plusieurs semaines pour faire venir le papier parfois. Et alors, les imprimeurs sont des gens qui sont assez rugueux. Il faut savoir que c'est une profession qui avait des privilèges énormes par le passé parce qu'ils avaient énormément de pouvoir. Puisqu'ils avaient un pouvoir énorme par rapport au pouvoir en place, les imprimeurs, ils avaient le pouvoir de diffuser l'information et donc de renverser des régimes s'il fallait. Hein. Et donc, encore à notre époque, ils gardent cet esprit de vraiment indépendance et ne vous étonnez pas qu'un imprimeur soit de mauvaise humeur et un peu rugueux, c'est connu en fait. Hein. Donc, il faut arriver à discuter avec eux, ce n'est pas toujours facile, il faut faire profil bas en fait. Voilà. Donc on va ici continuer dans InDesign. Ce que je voulais vous montrer c'était ça. Maintenant je retourne dans Photoshop sur mon autre image. Et cette image, avant de l'importer dans InDesign, je vais en faire une version Photoshop sur le disque dur. Donc je vais l'enregistrer, fichier enregistré sous. Et donc je suis dans Photoshop, je fais fichier enregistré sous. Et dans la liste des formats, je choisis le format Photoshop. Donc le premier, celui qui est tout au-dessus. Et donc l'extension de fichier là tout au bout, c'est du PSD. Bon, sur le PC, vous ne la supprimez pas, sinon le PC ne va pas reconnaître que c'est du Photoshop. Vous pouvez renommer le fichier, le faire plus court si vous voulez. Oui, c'est dans le type alors. Dans le type, on choisit Photoshop. Oui, dans format ici. Nous, ça se présente pas comme ça. Ça s'appelle type chez vous? Oui. Oui, ok. Dans le type, on a JPEG pour l'instant. Voilà, dans la liste des formats, vous choisissez le format Photoshop. Et pour travailler dans InDesign, c'est vraiment le meilleur format. Et cette photo, on l'enregistre dans... Alors vous allez l'enregistrer dans le dossier, à côté de l'autre. Elle pourrait même porter le même nom, vu que l'extension n'est pas la même. Ça ne va pas l'écraser, l'ancienne version. Je l'ai enregistré dans le dossier Square. Si, le dossier Square, c'est ça, à côté des autres images. Ah ok. Non, Oui. Mais ça n'a pas une importance énorme en fait. Ce qui est bien avec InDesign, c'est que vous pourriez même ne pas avoir trop d'ordre et même oublier où vous avez enregistré les images parce qu'il y a un système pour tout réunir à un endroit en fait. C'est ce qu'on appelle l'assemblage.
qui est normalement un système qui est fait pour archiver une fois qu'on a terminé un document, mais on peut s'en servir pour réunir tout ensemble si jamais on a mis ses ressources un peu n'importe où. Donc InDesign pourra vous sauver sur ce coup-là à un certain moment. Voilà, donc vous n'enlevez pas l'extension, surtout si vous êtes sur PC. Sur Mac, ça a moins d'importance parce que l'extension est indiquée dans le fichier. Mais sur PC, l'extension, elle compte beaucoup. Voilà, j'ai enregistré. Je vais aller dans InDesign et je vais la charger. Alors, quand vous faites fichier importer dans InDesign, vous voyez qu'il y a une option qui s'appelle remplacer l'élément sélectionné. Alors, si vous allez chercher une image, eh bien, ça va remplacer celle qui est actuellement sélectionnée. Donc, avant d'aller chercher une image, ce serait peut-être intéressant de cliquer à côté de celle-là pour que le bloc ne soit plus sélectionné. Comme ça, ça ne va pas remplacer. Donc j'ai cliqué à côté du bloc de l'image, je fais fichier importer, je vais aller chercher dans le dossier. Ben, je vais aller chercher l'image Photoshop donc. Hein. Voilà. L'image qui termine par .psd. Ok. Alors voyons un peu ce qui se passe si je clique à cet endroit-là. Ok, ça va, ça n'arrive pas dedans parce que c'était pas sélectionné. Alors vous allez faire un cliquer-glisser. Alors au fur et à mesure que vous amenez des images, elles s'empilent les unes sur les autres. Bon, on peut la bouger pour qu'elle soit à côté, c'est pas un problème. Vous avez un plan de travail, ce qu'on appelle une table de montage sur le côté dans InDesign. On peut aussi mettre les images là, le temps de les préparer, c'est pas un problème. En dehors de la page, on peut travailler. Alors, cette image, je vais modifier ses couleurs, mais vu que c'est un fichier Photoshop, je vais maintenant le faire de manière non destructive. C'est-à-dire que l'image originale va en permanence rester, et si je veux la faire réapparaître, ce sera possible. Donc, dans Photoshop, la correction non destructive, on y va. Ben, on va faire la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure. On va faire un calque pour modifier d'abord la couleur. Comme ça, vous voyez comment ça marche. Calque, nouveau calque de réglage. Donc, le menu calque en haut de l'écran dans Photoshop. Nouveau calque de réglage de type courbe. OK. Dans la boîte qui s'ouvre, vous cliquez sur OK. Bien, donc dans la palette des calques, vous la voyez la palette des calques? On a l'image originale et au-dessus, c'est mis un calque de réglage. Quand on double-clique à gauche, là, sur le calque de réglage, ça fait apparaître le panneau propriété, et ça, c'est pour faire le réglage. Donc si vous avez fait disparaître le panneau propriété, en double-cliquant sur la gauche du calque, vous avez peut-être une icône un peu différente de la mienne, mais le principe c'est qu'on double-clique sur la gauche du calque de réglage. Ça fait apparaître le réglage. Ou alors menu fenêtre, propriété, ça marche aussi. Dans Photoshop, fenêtre, propriété. Pour faire apparaître les panneaux des propriétés. Bien, vous vous souvenez que tout à l'heure, on avait d'abord testé ceci, la pipette grise. Voilà, ben vous pouvez cliquer enclencher la pipette grise et cliquer sur différentes parties de l'image pour modifier l'ambiance colorée. Bon, ici j'y suis allé très fort, hein. Ça a augmenté finalement très fort le bleu, mais vous voyez que l'image originale n'est pas modifiée. C'est le principe des calques de réglage, c'est du réglage non destructif. Alors que tout à l'heure, on avait modifier réellement les pixels de manière irréversible, sauf en faisant édition annulée juste après l'avoir fait évidemment. Mais une fois que le fichier est enregistré et qu'il est fermé de Photoshop, c'est modifié de manière irréversible. Tandis que là, c'est le principe du calque de réglage, c'est très bien. Bon, ça c'est une des premières choses qu'on avait faites.
Alors, ici, je vais jeter le calque de réglage en le prenant par sa partie gauche, pas par le truc blanc qui est là, qui est en fait ce qu'on appelle un masque de fusion qui empêche que le réglage agisse à certains endroits quand on dessine en noir dedans. Mais je ne vais pas l'utiliser. En tout cas, vous prenez le calque par la partie gauche et vous l'amenez, la petite main, là, sur la corbeille, dans le bas de la palette des calques. Vous avez jeté le calque. Et alors, on va faire l'autre réglage. Et alors, on va mettre un calque de réglage de type noir et blanc. C'est ce qu'on avait utilisé tout à l'heure pour transformer l'image en noir et blanc. C'était juste un exemple parmi les milliers de choses qu'on peut faire dans Photoshop, bien sûr. Menu calque, nouveau calque de réglage noir et blanc. OK. Et là, vous retrouvez notre réglage de tout à l'heure. Et donc, c'est un calque de réglage. L'image reste en couleur là en dessous, en fait. Et on décide ce qu'on veut donner comme aspect. Encore une fois, certains curseurs agissent très peu. Si la couleur n'existe pas dans l'image, le curseur ne va pas agir. Typiquement, le curseur ici, cyan, il agit vraiment très peu chez moi. Et ça, c'est génial pour faire des images en noir et blanc. Bien. Et puis on va faire ce qu'on avait fait aussi, mais encore de manière non destructive, parce qu'en fait on peut cumuler les calques de réglage. En plus de celui-là, je vais aller en ajouter un autre, menu calque, nouveau calque de réglage de type teinte saturation. Donc vous voyez bien la différence par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure, quand on travaillait sur le calque d'arrière-plan, quand on ne mettait pas de calque de réglage, c'était en allant dans image réglage. Mais ici, on met des calques de réglage. On fait du non destructif. C'est donc dans calque, nouveau calque de réglage. Ce n'est plus dans image réglage. Et je vais chercher un calque de type teinte saturation. Et vous vous souvenez qu'on avait coché la case colorisée et qu'on avait joué sur la saturation et la teinte. Et donc on a le deuxième calque de réglage. Bon, alors je fais fichier enregistrer, CTRL S, donc je mets à jour le fichier sans changer son nom, et dans InDesign, il me dit que le fichier doit être mis à jour, donc dans la palette des liens par exemple, en ayant le nom de l'image en surbrillance, je clique sur l'icône de mise à jour. Et voilà mon image mise à jour. Et si on